Descendre en canoë la rivière Missouri qui traverse la région la plus sauvage des États-Unis. Franchir les immensités des lacs de Fort Peck et de Sakakawea. Partir à la rencontre des Indiens d'Amérique. Participer aux cérémonies sacrées des Powwow. C'est le voyage dédié à la nation Sioux de l'explorateur Philippe Sauve. Mais c'est surtout une quête sur 2000 km pour retrouver son ami indien Sioux, Ernest Big Tobacco. Après 10 jours de voyage, je suis arrivé au village des Trois Fourches, qui se situe à 5 km de la source de la rivière Missouri. Et j'ai pu en 10 jours réunir tout le matériel qui va me permettre d'être autonome sur la rivière, avec l'espoir de rejoindre dans 2 mois, 2 ou 3 mois, le Dakota. J'ai très peu d'argent pour ce voyage-là, donc il faut espérer que je puisse faire le chemin grâce à l'hospitalité des gens. Ce que je regrette, c'est que je n'ai pas pu m'acheter de chapeau. Et au Montana, l'hospitalité fonctionne bien. Je rencontre Andy, un commerçant du village des Trois Fourches. Avec du matériel d'occasion, il assemble l'équipement dont j'ai besoin pour ma progression sur le Missouri. Andy est aussi guide de rafting dans le Grand Canyon du Colorado. Je ne pouvais pas espérer mieux pour me lancer dans l'aventure et effectuer mes premiers coups de pagaie. Let's go in the snow. No, there's no rain. Maybe snowing in the high country. We're on our way to the mighty Missouri River. Bon voyage! Merci. Bon voyage. Merci beaucoup. Look out for the rapids just Okay. downstream. I will try. Big one. Goodbye. Bye bye. Pendant 4 mois, je vais éveiller mon corps et mon esprit aux forces de la nature sauvage. Il me faut dompter une rivière capricieuse, en plein cœur des territoires sacrés des Amérindiens. J'espère aussi rencontrer ces fiers descendants des guerriers Sioux. Je vais surtout méditer sur mon état de citadin et me transformer peut-être en rat des rivières. C'est le nom que l'on donne à ces hommes du Missouri, là où le cerf, le pélican et l'aigle sont les maîtres des lieux. Je campe ici ce soir face aux montagnes des Dents de l'Ours. Donc je pense que je vais dormir serein. Sinon, je voyage vraiment sur le Missouri pour aller à la rencontre d'un ami indien qui habite à Pierre, la capitale du sud du Dakota. C'est un vieil indien Sioux qui a à peu près 72 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas répondu à ma dernière lettre, donc je ne sais pas s'il est encore en vie, puisqu'il était un peu malade lorsque je l'ai vu il y a 3 ans de ça. Donc j'ai trouvé pour lui un cadeau. En fait, j'ai trouvé une plume d'aigle. Cette plume-là, je l'ai trouvée au camp. Je pense que c'est une plume d'aigle royale. Donc si j'arrive à le rejoindre, j'offrirai à Ernest cette plume. Je viens de passer la première nuit sur la rivière Missouri. Il y a du bon courant, donc je pagaie vers le nord, je descends les montagnes rocheuses du Montana. Mon but étant d'arriver dans le Dakota. Et en fait, sur cette section-là, sur environ 500 km, il y a différents barrages à franchir. Et ces barrages forment des grands lacs. Donc ces grands lacs sont difficiles à passer puisqu'ils sont ouverts au vent. S'il y a des tempêtes qui se lèvent, ça peut être dangereux. Le lit originel de la rivière Missouri est dénaturé par ces barrages qui alimentent en électricité les villes industrielles de l'Est américain.
Ces obstacles artificiels sont de véritables menaces. Je pourrais être aspiré par leurs turbines ou être englouti par un lâcher d'eau. Mais leur franchissement me permet d'aller à la rencontre des gens. J'ai besoin d'eux pour éviter de longs portages avec l'équipement. Seul, je réussis tout juste à traîner le canoë sur 10 mètres. En ce début de mois de mai, le fameux Big Sky, le ciel du Montana, est clément. Devant l'immensité à parcourir, sans courant pour me pousser, j'ai le temps de m'installer dans mon nouveau mode de vie, navigation le jour et bivouac la nuit. Mon début d'aventure est placé sous le signe de la communion avec la nature, même si elle me joue parfois des tours. Je suis toujours sur la rivière Missouri, qui est devenue un lac, le Canyon Ferry Lake. Et je souffre un peu de la canicule. J'ai pas pu prendre de chapeau en quittant le village des Trois Fourches et je le regrette un petit peu. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud en ce début de mois de mai. Alors pour me consoler, je mange de l'antilope séchée qu'on m'a offert avant de partir. Ça fait du bien. Après une semaine de canoë, j'arrive à l'Arche des Montagnes, qui est le point culminant de ma descente des montagnes rocheuses. Donc après cette arche-là, je vais atteindre dans une journée de canoë les grandes plaines des Amérindiens avec l'espoir de pouvoir rencontrer bientôt les Indiens Sioux. J'ai déjà pris un coup de chaud là, aux premières chaleurs, on peut dire que les moustiques sont arrivés. Donc j'ai prévu une bombe quand même pour me protéger de ce fléau. Mais j'ai une autre bombe que je garde toujours à la ceinture. Celle-ci c'est différent, c'est une bombe, on le voit sur le dessin, une bombe contre les grizzlies, les ours noirs. Donc ça veut dire que c'est un spray qui permet sur une dizaine de mètres de faire fuir un ours, parce que finalement l'ours avec ce spray il perd son odorat et il perd la vue. Donc avec cette bombe là je suis quand même beaucoup plus serein. Puis ça peut être aussi une façon de se protéger des individus qui ne seraient pas très sympas. Après la tranquillité des falaises de l'Arche, mes angoisses deviennent prégnantes alors que je pagaie vers les grandes plaines sur un Missouri en mutation. La fonte des neiges provoque des crues catastrophiques. Au même moment, à 3000 km vers l'est, les Américains de l'Iowa sont inondés. J'espère ne pas être touché par ce phénomène naturel qui pourrait m'engloutir.
En me mettant debout sur le canoë, de temps en temps, ça me permet de me soulager le dos. Et je me dis qu'un ours, s'il me voyait dans cette position, il prendrait ses pattes à son cou et partirait très loin. Parce qu'à mon avis, je suis dans cette posture le plus grand prédateur du Montana. Je me rassure comme je peux. Je ne suis pas encore devenu ce fameux rat des rivières, car j'entends encore l'appel de la ville. Retrouver par moments la civilisation me permet de faire des pauses salutaires. J'arrive à la ville de Great Falls. Donc près de cette ville, il y a 5 grands barrages et des rapides assez importants que je ne peux pas franchir. Donc à midi, j'ai rendez-vous avec Bill qui va m'aider à transporter tout le matériel jusqu'à une prochaine ville qui s'appelle Fort Benton. C'est un passage obligatoire puisque la navigation n'est pas possible dans cette région. J'ai rencontré Bill à 100 km en amont, dans un petit village du Missouri. Spontanément, il s'est approché de moi en me proposant un coup de main. C'est génial, tout se passe comme si c'était programmé à l'avance. Grâce à l'hospitalité des gens, je voyage en sécurité et je découvre pour la première fois les vastes plaines du Montana. Fort Benton est le village le plus au nord que les navires marchands de la Nouvelle-Orléans atteignent en remontant le Missouri. Ici, les Amérindiens négociaient leur fourrure contre des vêtements. C'était aussi le siège d'un fort militaire où fut matée la rébellion des Indiens insoumis. Pour moi, ce village marque la fin de ma descente des montagnes rocheuses. Après cette victoire, je redeviens un citadin ordinaire. Un confort relatif me permet de mieux réfléchir aux dangers à venir. J'ai pu installer mon camp dans le jardin d'un libraire de Fort Benton. Ça va me permettre de me reposer quelques jours avant de continuer l'expédition. J'ai appris récemment qu'il y avait eu un accident sur un affluent de la rivière Missouri. 3 personnes sur un raft sont tombées à l'eau et 2 d'entre eux sont morts d'hypothermie. Donc soucieux de ce problème-là, j'ai décidé de garder tout le temps dans la poche un sachet plastique dans lequel j'ai mis un produit inflammable. Et j'y mets aussi un briquet. Comme ça, je garderai ça tout le temps dans la poche au cas où je tombe à l'eau et que je dois me réchauffer rapidement en faisant un feu de bois. Le village de Fort Benton m'offre un joli cadeau de départ, le chapeau que j'attendais. Le ciel peut maintenant me tomber sur la tête, je suis protégé. Ironie du sort, je suis en quête des Amérindiens et me voilà transformé en cow-boy. J'espère ne pas inciter le grand esprit Sioux à déterrer la hache de guerre. Porté par le courant, je garde un œil sur les eaux de la rivière tout en me prélassant dans ma maison flottante. Dans cet univers serein, je pourrais être tenté de relâcher ma vigilance. Je reste en éveil permanent car les dangers me guettent. Sans m'en rendre compte, je pénètre à l'intérieur d'un marécage géant. Je cherche pendant des heures une issue pour en sortir, et le Missouri m'offre enfin une position de repli. Porté par mon intuition, je me dirige en direction de cette maison en espérant y trouver âme qui vive. Hello? There is someone? Hello? Hello? Nobody home? Rogue Charter, he's on
Enfoui sous le désordre d'une vie, je déniche Charlie. Ce vieil homme est un ancien fermier, aujourd'hui coupé du monde. Avant moi, personne n'avait poussé sa porte depuis 10 ans. Entre Charlie et moi, c'est tout de suite le coup de foudre. Il se crée une amitié instinctive. Nos destins croisés de solitaire nous rapprochent. J'ai la sensation de devenir le petit-fils français de ce grand-père américain. Je lui mijote des bons petits plats, je lui prépare son café. J'entreprends aussi de tout nettoyer, car de ce capharnaüm émane une odeur pestilentielle qui me fait suffoquer. Au bout de quelques jours, je me sens à mon aise. Nous avons déjà des habitudes de vieux couple. Le temps passe et je dois reprendre la route. J'abandonne Charlie à regret. Dans peu de temps, la végétation luxuriante de vieux papiers et de déchets aura reconquis le territoire. La rivière Missouri est mon fil d'Ariane. Je dois continuer à la suivre pour atteindre mon but, rencontrer les Indiens Sioux et localiser mon ami Ernest. Je me sens enfin prêt à m'engager dans la durée sur la rivière. Les Sioux ont surnommé cette région déserte les Mauvaises Plaines. Je me doute qu'ils ne l'ont pas appelée ainsi sans raison. Je retrouve mon instinct d'aventurier. Mes sens sont en éveil, prêts à parer à toute éventualité. Je suis arrivé aux portes du grand lac de Fort Peck, donc j'ai quasiment 150 km à faire à la rame, il n'y a plus de courant. Et la difficulté majeure de cette section, c'est que le lac n'est pas régulier, ces berges ne sont pas régulières. Elles sont formées de baies immenses et pour gagner du temps, il va falloir que que je coupe ces baies. Sinon, je mettrai, au lieu de mettre 5 jours, je mettrai 1 mois. Donc en traversant les baies, ça va m'exposer au vent et ça peut être dangereux. Donc je vais voir un peu comment ça va se passer en espérant qu'une tempête ne se lève pas lors de l'une de ces traversées, car j'en ai quasiment une dizaine à faire. Dès les premiers coups de pagaie, en observant le ciel figé, j'ai l'impression que le grand esprit Sioux m'observe. Est-ce un message à interpréter ? En tout cas, je le considère comme un avertissement. Je ne suis pas certain de réussir à franchir ce lac. Là, il y a des vents de face et de dos. Celui de dos, qui vient du nord-ouest, provoque d'énormes vagues, donc il faut faire très attention lorsqu'on approche les berges. Et celui du sud-est, c'est même pas la peine de penser à progresser parce qu'il est trop fort et on n'arrive pas à avancer. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux rester sous la tente. Mais en tout cas, j'ai hâte d'arriver au barrage parce qu'avant mon départ à la maison de Charlie, j'ai vu la météo à la télé et on annonçait un orage pour dans 4-5 jours. Et j'aimerais pas être bloqué sur le lac de Fort Peck. Que suis-je venu faire dans cette galère ? Au fil de la nuit, le doute s'immisce en moi. Dans ces contrées exsangues d'âme humaine, je me sens tout seul, face au dieu de la pluie et du vent. C'est la première fois que ça m'arrive. Après des vents violents, j'ai reçu le canoë sur le dos. Il s'est envolé et j'ai senti un poids sur le dos, j'ai cru que c'était un arbre. En fait, c'était le canoë qui est tombé sur la tente. J'ai eu une nuit terrible. Alors voilà comment se passent mes journées. Je dois atteindre la pointe de terre que l'on voit en face du canoë pour passer la baie que j'ai à mes côtés. Mais je sais qu'après cette pointe, il y aura une autre baie et une autre pointe à atteindre et ainsi de suite. Donc je fais ça pendant 8 heures par jour, parfois 10 heures. Donc parfois ça peut paraître monotone.
d'autant que le ciel ne me laisse pas de répit. Au fil des jours, il se fait de plus en plus menaçant. Il pleut beaucoup, du coup ça fait des ruisseaux. Et il y a de l'eau partout dans la tente, sous la tente. J'ai l'impression d'être sur une piscine. Du coup, je suis obligé de sortir pour aller fabriquer des murailles pour empêcher les ruisseaux de descendre de la pente et de m'engloutir. Et voilà, j'ai construit ma digue. Mais le problème, c'est que en me servant de la pagaie comme une pelle pour construire la digue, le résultat il est là. Un bout là et un bout là-bas. Heureusement que j'ai pris 2 pagaies. Hein. Mon calvaire ne fait que commencer. La fermeture éclair, les 2 fermetures éclair, je me bats avec. Elles sont cassées, ça marche plus. J'ai plus beaucoup de manger, là je démoralise quoi. Je suis pas très bien. Je pense que je vais essayer d'atteindre rapidement une route pour aller dans une ville et me reposer quelques jours. Parce que je suis complètement HS. Ça fait 10 jours que j'ai quitté, demain ça fera 11 jours que j'ai quitté Fort Benton et je fais constamment des efforts. J'ai les doigts, je sais pas si on le voit. J'arrive pas à cicatriser, j'ai mes doigts qui cicatrisent pas. Et j'ai des problèmes d'estomac, ça va pas quoi. Du coup, je vais essayer de faire une réchappe du lac pour rejoindre une ville et me reposer et y revenir et faire le point quoi. Je rassemble le peu d'énergie qu'il me reste et je tente de sauver les meubles. Les vents plient la tente. Rien que pour ça, j'ai envie d'arrêter quoi. L'esprit du ciel déverse sa colère sur moi. La belle aventure tourne au cauchemar. Maintenant, je dois survivre. Ça s'arrange pas, ça me saoule. Je crois que je viens de vivre les minutes les plus... Je crois que j'arrête après. J'ai plus envie de m'exposer comme ça. Ah, c'est juste qu'il y a eu un orage. Une première fois, il y a eu la grêle. Et je pouvais pas me protéger. Du coup, je me suis recroquevillé par terre en prenant une pierre pour éviter que le gros grelon me tombe sur la tête. Et je pensais que c'était fini. Mais tu parles, le vent, il a tourné, il me l'a ramené. Et c'était encore pire. L'éclair, il a dû tomber à 100 mètres, l'orage, le tonnerre, je me bouchais les oreilles vraiment pour pas perdre la vue. Le rat des rivières que j'étais n'est plus. Maintenant, je suis un rat des bas-fonds, qui doit ramper dans la boue pour regagner vivant la civilisation.
Voilà, c'était juste pour dire que je viens de me rendre compte, là je suis à 1 mois de canoë depuis la source de la rivière Missouri pour rejoindre le barrage de Fort Peck. Et je suis à 70 km du barrage de Fort Peck. Et je me rends compte que j'ai plus envie de ramer. Donc je décide d'arrêter la progression en canoë à travers sur le Missouri pour, dès que je le peux, troquer l'embarcation contre des bonnes chaussures et continuer le voyage jusqu'à Pierre à pied. Pierre, la ville finale de mon voyage, où je retrouverai, j'espère, mon ami Ernest, et j'amènerai avec moi toujours la plume que je veux lui offrir. Mais je crois qu'après la traversée de la Sibérie en canoë et la traversée du Canada en canoë, je sais pas, j'ai plus envie d'être aussi seul au milieu de la nature. J'ai plus envie d'aller à la rencontre des gens. Donc c'est une dure décision, mais je la prends. Voilà. Cet événement marque un tournant décisif dans ma vie de voyageur. Est-il nécessaire de se livrer autant à la nature hostile? De s'éloigner de ceux que l'on aime, au péril de les perdre à jamais? Je ne pense pas. Je n'ai plus envie d'être un rat des rivières. À quoi bon? Je suis un citadin. À contre-cœur, je pagaie jusqu'à la prochaine route. Mais mon corps et mon esprit n'éprouvent plus l'envie de ramer. Chaque geste est une douleur, un ennui qui me navre. J'ai eu la chance de rencontrer un groupe de pêcheurs américains et finalement le réconfort, l'amitié, le bon temps que j'ai passé avec ces gens m'a redonné de l'énergie et m'a fait changer de décision. Alors je m'en veux un petit peu parce que je m'étais promis de plus ramer. Résultat, je vais continuer le voyage en canoë jusque dans le sud du Dakota pour retrouver mon ami Ernest, l'Indien Sioux. Et donc j'espère qu'en est mi-juin, j'espère que la météo va se calmer. Je reprends la progression en canoë sur la rivière Missouri après plusieurs jours d'arrêt près du barrage de Fort Peck. Donc les pêcheurs américains m'ont sorti du lac. J'ai pas terminé le lac, il me restait 4 journées de canoë mais je pouvais plus voir la rivière, il fallait que j'arrête. Donc ils m'ont conduit en voiture jusqu'au barrage. Et là-bas on peut voir ce qu'on appelle le spillway. En fait c'est une issue de secours pour le barrage. Donc ils font des lâchers mais les lâchers ne provoquent pas de vagues gigantesques, ils accélèrent le courant et c'est tant mieux. La rivière Missouri est le plus beau chemin à emprunter pour atteindre les villages Sioux. Au fur et à mesure de ma progression, la tension monte à l'idée d'une possible rencontre avec eux. Étant donné que je rentre sur le territoire des Amérindiens Assiniboines et Sioux, le grand territoire de Fort Peck, j'ai décidé d'enlever le chapeau pendant 200 km parce qu'on m'a dit, les Américains m'ont dit que certains Indiens s'amusaient à tirer sur les gens qui passaient sur le Missouri en bateau ou en canoë. Donc pour pas donner l'impression que je suis un vrai cow-boy, je préfère l'enlever. De plus, 3 souris sont passées par là. Elles ont fait cette ouverture pour s'abriter à l'intérieur lors d'une tempête. Donc je vais essayer de le protéger et le ramener en France. J'ai caché l'embarcation près de la berge parce que je me rends dans un petit village de la
Réserve indienne de Fort Peck, le village de Fraser. Il se déroule en ce moment un powwow du clan des Red Bottom. Donc je laisse le matériel là et je prends juste mon sac à dos pour pouvoir passer quelques jours avec les Amérindiens et voir si les Américains ont raison de dire qu'il ne faut pas aller dans la réserve indienne. Donc on y va. Mes sentiments sont confus à l'approche du village. Je suis à la fois anxieux et excité. J'ai hâte de confronter mes rêves d'enfant à une réalité sûrement plus complexe. Je sais bien que les Native Americans ne vivent pas une vie idyllique, dépossédés de leurs terres ancestrales. Installé dans un coin, je reste discret et j'observe. Je m'imprègne de la magie ambiante, des parures colorées, de la beauté des visages. Mes craintes s'estompent au son des tambours sacrés. Peu à peu, l'atmosphère me remplit de la sagesse de ce peuple authentique. Je me sens bien. Le powwow est une fête intertribale. En été, chaque village organise sa célébration. Vêtus de l'habit traditionnel, les danseurs sont en compétition sur le cercle sacré. Pour certains, les powwows sont des événements commerciaux, bien loin des manifestations passées qui célébraient les exploits des guerriers. Il n'en reste pas moins que la fête est un moyen de réunir dans la joie tous les membres de la communauté et une occasion pour les Amérindiens de faire revivre leur héritage culturel. Everybody is inside. Au powwow de Fraser, je rencontre Doris, une femme blanche qui vit seule sur le territoire de Fort Peck. Conquise par ma démarche, elle m'invite à dormir sur le sofa de son mobil-home. Elle devient mon guide. Je m'improvise journaliste en l'interrogeant sur la vie des habitants de la réserve indienne. There is a lot of white people living in the Fort Peck reservation. Not a whole lot. I mean, it's maybe 25, 75, 75% native and maybe 25 white. The contact is good. You have on the on the reservation you have some prejudice, but there is a lot of fighting amongst just the natives. And what is the worst town on Fort Peck reservation? On the Fort Peck reservation, Poplar, Montana is kind of known as the worst town around on the reservation. Why? There's a lot of murders. For some reason, it's a high crime area. Curieux d'une telle situation, je me rends à Poplar. Je cherche à en savoir plus sur les réels dangers de cette ville. Autant chercher l'information à la source. Je me dirige donc vers la police tribale. Une police uniquement contrôlée par des Amérindiens. Mon enquête continue. Thank you to say yes. Oh yeah. It's interesting for me too. What kind of problem do you have the most in Poplar? Probably juveniles, vandalisms, and whatnot. But you can deal with the problem of white people and Indian people. You Yes. work on. I can't remember what year it was, but we took up this cross deputization
which means all the entities on the tribal reservation, the tribal police, the city police, the county police, Yeah. can arrest both tribal and non-tribal members. Our tribal members go up to where you were taken Yes. earlier, and then our non-tribal members go to Wolf Point, Okay. the county jail over in Wolf Point. Proper ambulance, you're needed at 125 Alpha Street East for a male who's 6 weeks stomach. La délinquance affecte toutes les tranches d'âge de la population, mais surtout les jeunes en rupture avec la société américaine. La police tribale, constituée d'Indiens, est donc la plus légitime pour résoudre les problèmes des réserves. De retour chez Doris, j'entretiens le matériel. Je ne dois pas oublier que la rivière Missouri reste ma priorité. Mais rien ne presse. Je veux aller au bout de mon enquête sur les conditions de vie des Sioux. Je partage mes impressions avec Doris. Soucieuse de m'aider, elle cherche le moyen de recueillir d'autres témoignages. Le lendemain, un rendez-vous est arrangé. Pour Doris, rien de mieux que de recueillir la parole des anciens. En bon guide, elle me présente une amie, Nali. La doyenne de la réserve a su s'adapter sans rancœur à l'invasion des Blancs. Aussitôt sous le charme de cette grand-mère, je brûle d'envie de connaître son passé, riche d'enseignements. I'm Nellie Mary, follow the road silk. I'm a full-blood Standing Rock Sioux. My grandfather's a medicine man. I seen him perform 2 healings, and my grandfather said that. He said, some are still angry for what happened, the white people done to the Indians. Some are still, he said, I buried my hatchet a long time ago. When we were small, he said, we live in a white world now. You need to go to school and learn because we're living in 2 different worlds now. He said, we don't live in teepees, we don't hunt buffalo no more. So he said, learn all you can because you need to survive. That's what he taught us. So I grew up, that's that person I am. I don't know people, but right now, like, I just talk to them like I knew them, and you know, well, you should know that when you came. So I never degrade or discriminate or anything. That ain't my style. So my children are all like that. I taught them that this is what you do. You help the elderly and the children. Can you sing a song for me? Last question. Sing what kind of song? Like a traditional song? I'll sing an Indian love song. How does that sound? Okay. Sounds good. That's a good one. It's an old one. I hope my voice. Ready? Je suis transporté. Le chant de Nali est issu d'un savoir millénaire et d'une époque où les ancêtres vénéraient le grand esprit du Wakan Tanka, en d'autres termes, le ciel. Les adieux sont douloureux. Je quitte Doris à regret, comme tous mes amis du territoire de Fort Peck. Je dois reprendre la route, sachant que d'autres rencontres se profilent à l'horizon. Je ne dois pas perdre de vue mon objectif de départ, retrouver Ernest. J'ai passé 2 journées en compagnie des Indiens à Sinibouane et je dois dire que j'ai pas ressenti d'hostilité. Au contraire, j'ai été accueilli chaleureusement. Puis j'ai même pu participer au repas communautaire offert par le clan et manger du bison. Donc je me sens peut-être un peu différent, un peu plus fort pour continuer le voyage.
parce qu'au fond c'est quand même pour les Amérindiens que je suis venu pagayer sur le Missouri. Et j'ai vu des Indiens qui portaient le chapeau de cow-boy, donc je pense que je risque rien à le porter moi-même. J'ai trouvé le nom de mon embarcation, je l'appelle Bouled. C'est un nom indien que mon ami Ernest, qui vit à Pierre, m'a donné il y a quasiment 20 ans. Ça veut dire tête de taureau. Et je trouve que pour le canoë, ça lui va bien puisqu'il fonce et fait un peu ce qu'il veut. Donc j'ai été très fier le jour où Ernest m'a donné ce nom indien. Ce soir, je fête les 1000 kilomètres de voyage effectués depuis la source de la rivière Missouri. Donc je bois un petit verre de vin rouge, tradition française. Bon, c'est un merlot qui vient de Californie. Mais je fête aussi mon entrée dans un nouvel État américain. J'entre demain dans le nord du Dakota. J'ai quasiment 600 km de voyage en canoë à effectuer pour rejoindre le sud du Dakota. Donc il vaut mieux que je prenne des forces avant de continuer cette étape. Après 2 mois de voyage, je me sens en pleine possession de mes moyens. Grâce aux expériences récentes, je suis devenu un autre homme, plus sensible à mon environnement. Je perçois mieux les sons, les odeurs. Je suis plus réceptif aux métamorphoses de la nature, comme aux dangers inhérents. La rivière Missouri s'élargit peu à peu. Bientôt je serai sur le lac Sakakawea. Et je viens d'atteindre en fait un point intéressant. À cet endroit-là arrive dans le Missouri le plus long affluent qui s'appelle le Yellowstone River. Elle ne provoque pas vraiment de courant à son arrivée dans le Missouri, donc j'ai pas de souci à me faire. Je progresse confiant, mais je dois rester vigilant. Je subis l'influence de vents violents et les caprices de la rivière. Le bruit des vagues me fatigue. Ça fait 2 jours que ça ne s'arrête pas. Je pourrais pagayer, mais je ne peux pas démarrer. Parce que les vagues percutent la berge. Déjà pour y monter, j'ai failli me noyer, alors j'ai pas envie de repartir sur l'eau trempée. Parce qu'une fois que je suis au large, je peux rester en équilibre sur les vagues et progresser. Mais c'est le démarrage qui est le plus compliqué. Donc je préfère attendre la calmie. La patience est la meilleure alliée de la connaissance. C'est une leçon de vie que j'ai apprise au cours de ce voyage. Je l'applique dans ce combat de titans mené contre les éléments. Avec des gestes lents, ma vie s'organise autour du campement. Le repos est aussi indispensable que la progression. Je garde précieusement la plume d'aigle royale que j'ai trouvée sur les montagnes rocheuses, parce que c'est le cadeau que je veux faire à mon ami Ernest, l'Indien qui vit à Pierre, que j'espère retrouver dans quelques semaines. Mais il est difficile de la garder intacte, alors je dois la tremper de temps en temps pour qu'elle retrouve un peu de fraîcheur. Mais sinon, ces plumes d'aigle sont très très robustes.
Je suis arrivé au barrage de Garrison, j'ai terminé le lac Sakakawea. Donc ça a été très rapide, quelqu'un m'a pris dans sa voiture et m'a fait passer l'obstacle. Donc je me retrouve maintenant sur une rivière avec du courant et j'ai quasiment 150 km pour rejoindre le prochain lac et la prochaine grande ville, Bismarck. Les Américains profitent de la rivière comme s'ils étaient à la mer, car autour d'eux s'étendent les plaines arides. Pourtant, ce ne sont pas leurs terres, mais celles qu'ils ont dérobées aux Amérindiens. Il y a 3 jeunes qui m'ont fait chier de loin. Ils m'ont juste insulté parce que je m'étais retourné pour les regarder. Heureusement, ils étaient assez loin. Mais ils m'ont contrarié pour la soirée. Ça, c'est parce que je viens de passer la capitale du nord du Dakota, Bismarck, que j'ai même pas eu envie de filmer parce qu'il y avait trop de monde sur la rivière. Il y avait des filles qui dansaient en bikini sur les bateaux. Il y avait des gens qui buvaient des cafés sur des terrasses. Il y avait des jet skis. Il y avait trop de monde. Donc du coup, je m'éloigne un peu de la population. Mais ces 3 énergumènes là viennent de me contrarier pour un petit moment. Je savoure ces derniers kilomètres de rivière car bientôt je vais arriver dans le lac Oahe. Et c'est quand même beaucoup plus agréable d'être sur une rivière où il y a des obstacles. Il peut y avoir des rapides et des troncs d'arbres qui peuvent me faire chavirer, donc il faut que je fasse attention constamment. Donc ça me distrait un peu plus que de pagayer 8 heures sur un lac monotone. J'entre dans le dernier lac du voyage, le lac Oahe. Il passe par 2 territoires Sioux, le territoire de Standing Rock et le territoire de Cheyenne River. Et puis il me relie directement à la ville où je dois terminer mon périple, la ville de Pierre, et où j'espère retrouver mon ami l'Indien Ernest. Mais il me reste plus de 600 km à ramer. Et perdu au milieu de nulle part, je doute de pouvoir retrouver Ernest. J'ai prévu 4 jours pour atteindre le barrage, mais à mon avis, il va m'en falloir 8. Parce qu'il n'y a pas de courant, hein, je rame, hein, c'est le lac. Donc pour l'instant ça va, le lac Oahe est calme. Il faut dire qu'on est à la fin du mois de juillet. Et peut-être qu'il va me permettre de finir le voyage en paix. Ma vie sur le grand lac Oahe poursuit son cours. Mes voyages sont des parenthèses fortes en émotions. Ernest, que j'espère retrouver à la fin de mon périple, m'a souvent dit « Partir, c'est voyager chaque jour dans son corps et pour la vie dans sa tête. » Je pêche depuis 3 semaines et j'attrape rien. On m'a offert une canne, des appâts artificiels, mais pas de résultat. Donc je suis obligé de manger sur mes réserves de nourriture. Et il semble qu'il me manque quand même pas mal de protéines parce que j'ai pas de viande. Donc l'espoir fait vivre. Wouhou! Le premier! Ce soir, le soleil se couche sur le grand territoire de Standing Rock. C'est aussi les terres du grand chef indien Sitting Bull. C'est d'ailleurs dans ce territoire-là qu'il a été assassiné. Et je crois qu'il a été assassiné pas très loin d'un petit village assez traditionnel encore de nos jours, qui s'appelle Little Eagle, le petit aigle. J'ai quitté la rivière Missouri pour marcher jusqu'au monument de Sitting Bull.
Ici reposent les cendres du grand chef indien. Et quelque part, je suis venu aussi m'excuser auprès de lui, parce que j'ai appris il y a quelques jours que le nom que j'ai donné à mon embarcation, Bouled, était aussi celui de l'assassin de Sitting Bull. Donc il fallait que je vienne me sentir un peu plus près de Sitting Bull et de toute la nation Sioux. Sitting Bull était un grand chef visionnaire de la tribu des Hunkpapa. Il avait rêvé qu'il se ferait tuer par l'un de ses frères de sang. Après de longues années de lutte, son assassinat marqua la fin de la résistance Sioux contre l'envahisseur américain. C'est au village de Wounded Knee que ces derniers guerriers furent massacrés. Aujourd'hui, j'ai le privilège de rencontrer son arrière-petit-fils, Dakota High-Oak. Je suis très impressionné, car dans les veines de ce jeune garçon coule le sang du grand chef légendaire. Even during the massacre here, they spoke of a man in a dark black dress, and he was feeding the people and he was giving them water. So they thought he was doing something good, and he was praying, so they thought they were blessing the food. But we found out later that it was a Catholic priest came down to give the Lakota their last rites before the cavalry massacred them. But I do believe that our people still suffer because of these reservations they put us on. These reservations are a small piece of land. See, the Lakota, my people, were hunters. We weren't fishermen, nor were we farmers. And when they put us on this reservation, it was hard times. It truly was, because we were used to following the herds of the buffalo. They tried to make us farm on here, and the crops weren't growing as they should. Things were just really bad. People were starving, going through a lot on the reservation. It's like you're truly in a jail. See, this reservation is still considered a prisoner of war camp. Comment peut-on encore profiter des richesses acquises sur la souffrance d'autrui? Après celle endurée par son peuple, le jeune garçon ne me témoigne aucune rancœur. Mon retour à la rivière me semble bénéfique. Je m'éloigne ainsi de la tristesse ambiante des réserves amérindiennes. Je me ressource sur le Missouri, que je commence à bien connaître. C'est l'unique moyen de remettre mes idées à plat, de me recentrer sur mon objectif, atteindre la ville de Pierre, encore éloignée de 200 km, et retrouver mon ami Ernest. J'ai terminé de longer le territoire de Stony Rock et maintenant je longe un nouveau territoire amérindien, Cheyenne River. On peut dire qu'on trouve trois sortes d'individus dans ce territoire, les full blood, les Indiens pur sang, les gens mixés qui ont les deux et les non natifs qui n'ont aucun lien avec les Amérindiens. Et les mixés, souvent on dit que ce sont des pommes parce qu'ils sont blancs à l'intérieur et rouges à l'extérieur. Donc là, je vais laisser l'embarcation pour essayer d'aller visiter une ville à l'intérieur de Cheyenne River qui s'appelle Timberlake. Donc on trouve beaucoup de gens qui se sont très bien adaptés à la vie amérindienne et il y a une bonne entente entre tout le monde. Après 100 km d'autostop, je rejoins Timberlake. Dès mon arrivée, je suis agréablement surpris. Ici, les Blancs sont nombreux parmi les Sioux. La ville est un exemple réussi de brassage culturel et la cohabitation se fait en bonne intelligence.
Cette situation inédite m'offre une perception différente de la vie dans les réserves. Très vite, une responsable de la cérémonie m'invite à discuter dans son tipi. My name is Caroline Quickbear. After my mother passed away, I moved back to the reservation. And they asked me, why do you want to move back to the reservation? And I said, because I want to learn to be an Indian. An Indian, yeah. And I came back to the reservation, and I'm not sorry I came back. Even different states have wrong ideas of the Indian people. They have the wrong ideas because they see so much TV, they see so much different things that are happening in our world, you know, and it's not, we're not all like that. Yeah. I mean, they say we go through poverty and whatever. I mean, that's true. There's a lot of hard times, you know, and we struggle. But when it comes to memorials or gatherings or stuff, and we get together and we try to make it happen. Yeah, yeah. And it's the unity. It's unity. All right, keep it going, keep it going. A lot of us, different people from different places, all come together at one time and socialize and be able to see each other, and this is our belief. This is our culture, this is our tradition, this is our, you know, and the important things in our culture is respect and to be able to share and the caring for one another. So that's why the generations that come up, they work on trying to carry on what their grandmas, grandpas believed in, and it was beautiful. Malgré 500 ans de génocide, les Sioux trouvent encore la force morale de préserver leur identité. En traversant leur territoire, j'ai été impressionné par la sagesse et la puissance de leurs traditions. Elles sont maintenant imprégnées en moi à jamais. Je ne regrette pas de m'être autant engagé et d'avoir pagayé au péril de ma vie sur le Grand Missouri. C'est un bien faible sacrifice. Il me reste une petite semaine de navigation pour atteindre le barrage. Et dans une semaine, je serai à la ville finale de l'expédition à Pierre. Donc je croise les doigts pour que le ciel reste clément, comme il est aujourd'hui. Et que le vent continue de me pousser vers le sud pour atteindre rapidement cet objectif. Léger comme une plume, je progresse toujours plus fort avec la sensation de parvenir bientôt au but de mon voyage. Je prépare mon lit pour ce soir. C'est le dernier camp que je passe sur le lac Oahe parce que je suis à seulement 10 km du barrage. Et donc demain, à moins d'être bloqué par une tempête, mais demain j'atteindrai le barrage, je pense. Et ce soir, le lac m'offre une quiétude parfaite pour profiter de cette dernière nuit en sa compagnie. L'esprit est en toi.
Je me répète sans cesse cette phrase que mon ami Ernest avait coutume de prononcer. Cela me permet de me sentir plus proche de ce père spirituel. Qu'adviendra-t-il si je ne le retrouve pas en vie ? Après 2000 km de voyage à la rame sur le Missouri, enfin j'atteins le dernier barrage, le barrage du lac Oahe. Et derrière se situe une petite rivière qui va me conduire jusqu'à Pierre, la ville finale de l'expédition. 10 petits kilomètres pour terminer enfin ce long périple solitaire. Et j'espère de tous mes voeux retrouver rapidement mon ami Ernest, l'Indien, qui approche les 80 ans. Et avec la vie difficile qu'il a eue, je me dis que s'il a survécu jusque-là, c'est un exploit. Donc je vais effectuer la petite distance qui me sépare de la ville et je me mets à sa recherche. Sans grande difficulté, je me dépouille de tout mon équipement de navigation. Je m'éloigne du Missouri sans regret. Une autre aventure commence. Je ne suis plus un voyageur en canoë, mais un marcheur des villes, à la recherche de mon ami Ernest. Je suis heureux de reconnaître les lieux fréquentés par Ernest il y a 8 ans. Ernest! Ernest! Ernest a habité dans ce camping-car, donc je suis revenu voir si je pouvais le trouver, mais je pense pas qu'il y soit encore. Donc je vais aller dans un autre endroit parce que je sais qu'il avait repeint un mobil-home en bleu, pas très loin de cet emplacement. Donc j'espère le trouver là-bas. Il y avait là un mobil-home bleu. Ernest y est resté quelques temps. Bon là il a disparu, donc je suis obligé d'aller voir les gens de Pierre pour essayer de retrouver sa trace. Espérons que je retrouve quelques amis à lui qui vont me permettre de continuer mes recherches. Hi. We know that. I have a question for you. I'm looking for a guy. His name is Ernest. Ernest Big Tobacco. Ernest what? Yeah. Ernie. Roush. What do you do? Yeah. Borrow some money from you? Thank goodness. We all know him. You know him? But Absolutely. You know where I can find him? He used to live up there behind that Duffy Cafe in a trailer off of Main Street. Yes. But I'm not too sure that he's still there. No. You know him then? Very well. Very well. But He he's used to- still alive. You know that He was still alive last winter. We did, but see, sometimes it depends on how good his housing is. He has stayed with different people and stayed here all winter, and other times in the wintertime he's gone to Wagner, Okay. where they have Indian, kind of like a nursing home. Okay. Ernest serait encore en vie. Mais le sud du Dakota est si vaste. Il me faudrait des semaines avant de tomber sur lui. J'ai besoin d'un indice, d'une piste. Ma mémoire seule peut me mettre sur la voie. Je me rappelle d'un jour où Ernest avait poussé la porte d'un cellier. Des années après, je refais le même geste pour essayer de le retrouver.
you doing? A long time ago, I met a guy who was living in Fort Pierre. He was Native American. Oh, Ernie? You know him? Yes. Oh, you're friends with Ernie? Yes. Did you have news? Come out here and I'll show you how to get up there. Excuse me. Même Ernest a eu son quart d'heure de gloire. Au début des années 90, il joua sous la direction de Kevin Costner dans Danse avec les loups. He was 50 when he played in a movie. You know where is he? He's someplace in Rapid City. Rapid City, it's like 3 hours drive. Yes. Maybe 2 or 3 hours. J'aimerais partir tout de suite à Rapid City, mais la nuit tombe. Heureusement, un élément nouveau me permet de localiser Ernest. J'étais bien loin de penser que cet indice ne se trouverait pas en Amérique. Après toutes mes recherches dans la ville de Pierre, j'ai finalement retrouvé les traces de mon ami Ernest. Il a envoyé une lettre en France qu'une amie m'a retournée. Donc c'est après 3 mois de canoë sur la rivière Missouri et l'espoir de le retrouver, pouvoir le lire, c'est un véritable soulagement. Donc il me dit Dear Philippe, I have often staying here in Rapid City at a place for homeless veterans since January 2008. On the 13th of June, the hospital will take the cataract out of my eyes, so I won't need glasses when I get out of here. I might stay in Hot Springs or Rapid City for a while. After soon, your friend Lakota, Ernest Big Tobacco Ralph. En pensant à mon objectif final, je songe à tout ce périple. 3 mois de voyage de la source de la rivière Missouri aux plaines sacrées des Amérindiens. Je devrais me sentir fort, pourtant je suis fébrile. Je me souviens d'Ernest lors de notre première rencontre. C'était en 1992. J'avais 18 ans. J'effectuais mon premier voyage au long cours. Seul dans un parc, Ernest m'avait libéré de 2 Indiens ivres qui me harcelaient. Par ce geste, il était devenu mon ami. J'appréhende ces retrouvailles. Nos regards vont-ils s'accorder, comme lors de notre dernière rencontre ? Expecting you. Yeah, okay, are you here? I'm not, I'm Jim. Okay. Oh, sure. He's still here? He is. I just talked to him a few minutes ago. Oh, that's nice. I tried to call, but... My friend. Yeah. How are you? Good, how are you? Well, I'm glad to see you again. Yeah, I didn't think I'd ever see you again right here. Yeah, but you know, it's not easy to come here. I know. It's a long way. And... Yeah, I just waited. That is marvelous. The nurse has been taking care of me since January. Keeping me alive. I'm Donna Perry. I'm a nurse practitioner for the VA. Nous partons en balade jusqu'aux terres sacrées des montagnes Black Hills, le cœur de la nation Sioux. C'est l'occasion de voir le mont Rushmore, incarnation de l'hégémonie des Blancs sur les peaux rouges. Ernest est le seul Amérindien dans la foule des touristes américains. Pour lui, le monument recèle un secret, connu des seuls Indiens. Il me présente à l'un de ses amis, John, qui me révèle ce secret. Le mont Rushmore possède les 4 visages des présidents fondateurs des États-Unis.
This is the back of the head. And there's the bridge of his nose. Mais le grand esprit en a sculpté un autre, plus grand, avant l'homme blanc. Le profil d'un peau rouge. Do you see the face? Okay, now look at that. He's bigger than... All of them, yeah. He's Roman. Okay. Now here's a ghost. Yeah. Looks like an Indian guy. Yeah, there's an Indian up there, see? Ernest, I have a gift for you. I paddle on the river. I start from the mountain, the Rocky Mountains, and I found this for you. Oh, eagle feather. Yeah, eagle feather. I kept this feather for 3 months on my bag. Oh, yeah. And I wanted to give you a small gift. Right. That eagle knew you was coming, so he dropped a feather for you. Yeah. So you can pick it up. Yeah, and what are you going to do with that? Well, I'm going to keep it. Yeah? Keep it forever. Okay, that's good. La parenthèse fantastique de ce voyage se referme avec Ernest. Je n'oublierai jamais cette quête, chargée d'épreuves, de rencontres et d'enseignements. Cette expérience m'a permis de mûrir et de devenir un autre homme. Dans ce monde, c'est sans doute la dernière fois que nos routes se croisent, Ernest et moi. Le grand esprit nous accordera peut-être un autre rendez-vous, ailleurs, qui sait.